Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de ce nouveau forum consacré au premier quinquennat des forces démocratiques pour la République FDR, anniversaire au cours duquel le parti a dressé son bilan politique et socio-économique du Togo. Pour les FDR, le pays va mal, le pays va de mal à mal. Pour redresser la courbe du développement, le parti appelle à un sursaut de conscience, plus d'imagination aux forces démocratiques, partis politiques, associations des droits de l'homme, organisations syndicales et religieuses, personnalités de la société civile, élites, pour trouver les ressorts nécessaires devant permettre, dit-il, de briser les chaînes de l'injustice. Mais sursaut de qui, pour quand et comment, nous en parlons avec Maître Paul Dodji à Pévon. Maître Apévon, bonjour. Oui, bonjour. Maître Paul Dodi Apévon est avocat au barreau de Lomé et président national des forces démocratiques pour la République. C'est exact. Depuis 5 ans. Oui, notre parti, comme vous le savez, est né le 16 novembre 2016 et ça fait 5 ans que nous sommes sur le terrain et nous sommes dans notre trajectoire avec la volonté réelle d'en faire un parti d'envergure, un parti pour la conquête justement de l'électorat togolais et devenir, pourquoi pas, la première force. On va voir tout à l'heure votre tableau de chasse des 5 ans de votre premier quinquennat. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat avec des questions écrites via WhatsApp dans la seconde partie de cette émission au plus 228 96 46 10 31. Je rappelle encore une fois le numéro plus 228 96 46 10 31. Dans 3 quarts d'heure environ, ils peuvent contribuer et participer à cette émission. Premier sujet que je voudrais aborder avec vous, il s'agit de l'hommage posthume à quelqu'un que vous connaissez très bien, Maître Yaovi Aguibo, qui a été inhumé ce week-end, l'ancien Premier ministre du Togo. Vous y étiez, l'inhumation dans son village à Kouvé, où vous avez déclaré que c'était un monument qui est mort, mais ses idées resteront. C'était en toute honnêteté mon père, aviez-vous dit. Votre père, comment? Oui, c'est mon père, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'est pas mon père biologique, mais je dirais mon père dans plusieurs domaines, dans le domaine du combat pour les droits de l'homme, dans le domaine politique. Je racontais un peu hier ou déjà à d'autres occasions que il n'y a pas de hasard dans la vie, parce que lorsque moi je m'étais inscrit à l'université en droit. Après la deuxième année, je voulais aller vers la diplomatie. Donc, je m'étais inscrit en carrière internationale. Et bon, à l'université, il y a souvent des associations d'étudiants. J'étais président à l'époque de l'association des étudiants de Vaud. Et souvent dans les vacances, il y a des congrès, il y a des étudiants de Yoto qui nous ont invités à aller participer à leur congrès. J'étais allé là-bas et c'est là où j'ai fait une intervention. Bon, après l'intervention, quelqu'un m'a abordé pour dire mais vous êtes brillant. Quel est votre nom? J'ai donné le nom. Il dit mais bon, passez me voir à Lomé. Moi à l'époque je ne le connaissais pas. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui il était, il dit c'est Maître Aguibo. Il dit ah oui, j'entends le nom, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Alors quand moi je suis revenu, cette affaire-là, je n'ai pas trop pris l'affaire au sérieux. Et c'est Logo Dossouvy que j'allais défendre des années plus tard, paix à son âme. Le 5 octobre notamment. Oui, c'est ça, je m'étais constitué pour lui pour le 5 octobre. Et c'est lui qui m'a dit des jours après, mais Maître Aguibo a encore demandé d'après vous, pourquoi vous n'êtes pas allé le voir? Je dis, bon, c'est vieux là, et puis... Il dit non. Et il a insisté que nous, on a du mal à le voir. Quand on demande des rendez-vous, il nous prend, il nous reçoit, mais après beaucoup de tractations.
Mais quand il te dit de venir, il faut aller. Et je suis allé. Et c'est là, brûle pour point, il me dit, mais vous êtes à l'université, vous êtes en dernière année, oui, j'ai appris que vous êtes en carrière internationale, mais pourquoi vous ne voulez pas devenir avocat? J'ai dit non, c'est pas ce que moi j'ai prévu dans ma vie, je ne voulais pas être avocat. Et il dit non. Alors, pour me tester, le jour-là, il me donne un dossier et il dit, mais va là, dans ma bibliothèque, étudie le dossier et tire le problème de droit qui est posé et la solution à apporter. Je dis, mais qu'est-ce que ce monsieur-là, il me veut quoi? Alors, je suis allé à la bibliothèque pendant au moins 2-3 heures. J'ai étudié la chose, j'ai tiré le problème de droit, j'ai posé le problème de droit, la solution, je lui ai apporté. Parce qu'avant de me donner le dossier, lui-même, il a pris soin d'enlever le règlement, comment ils ont traité le dossier. Bon. Il dit, mais c'est ce que je disais, tu es apte à devenir avocat. Et il me demande de donner rendez-vous pour la semaine prochaine, lundi. Et je suis allé, il me dit, ben bon, tu commences ton stage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est comme ça que j'ai commencé le stage dans son cabinet. Mais pendant toute cette période-là, il m'a entouré. C'est vrai que c'est un homme très rigoureux en matière de travail. Lui-même, il est un grand travailleur. Quand il te dit, mais viens, la première fois qu'il m'a surpris, il me dit, demain matin, il faut venir à 6 heures. Oh, 6 heures? Mais moi, j'ai traîné un peu, je suis allé là-bas à 6h15, mais il paraît que déjà à 5 heures, lui-même, il était déjà au bureau, il a travaillé, les dossiers l'entouraient. Et il dit, ah, non, ici chez lui, hein, c'est la rigueur. J'ai dit 6 heures, il faut venir à 6 heures. Bon. Et c'est comme ça que j'ai appris avec lui comment il faut être rigoureux, comment il faut travailler. Et il travaille beaucoup. Il nous a appris à travailler, il nous a formés. Donc sur le coup, vous avez troqué votre manteau de diplomate contre... C'est comme ça que j'ai appris, il m'a formé, et puis après j'ai prêté serment, après 2 ans, je suis devenu avocat. Vous avez regretté d'avoir changé de chemin? Non, du tout, au contraire, bien au contraire, parce que après mes 2 ans de stage, après mon inscription au tableau de l'ordre des avocats, je suis resté en collaboration avec lui pendant des années jusqu'en 1990 où les événements ont commencé. Mais avant les années 90, en dehors de la profession, je le voyais également sur le terrain de la défense des droits de l'homme. J'échangeais avec lui sur ces idées-là, qu'est-ce qu'il projetait de faire pour le Togo et tout ça, jusqu'à la création de la Commission nationale des droits de l'homme. Et donc c'est là que le virus politique vous a bien piqué. sûr. Pour le moment, ce n'est pas encore le virus politique. Au départ, c'est seulement les droits de l'homme. Ce que j'aimais aussi, parce que si tu es réellement un avocat, tu dois être porté vers la défense des droits de l'homme. Un avocat ne peut pas se contenter seulement de ses honoraires et aller défendre quelques dossiers, et ne pas se préoccuper de ce qui est la manifestation ambiante de l'injustice qui règne dans notre pays. Et ce que je regrette aujourd'hui, en cette période-là, tous les avocats étaient préoccupés. Mais aujourd'hui, je constate malheureusement que beaucoup d'entre nous se complaisent dans leur confort d'avocats. Ils sont dans leur coin. Les injustices d'à côté ne leur disent plus rien. Mais bon, c'est leur conception de la vie. Mais en cette période-là, on était réellement porté pour ces questions de droits de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Logo Dossouvier et compagnie ont été arrêtés, je n'ai pas hésité une seconde de prendre ma robe pour aller me constituer à côté des avocats de renom, Maître Dossou et tout ça, pour Joe Gali, pour défendre avec brio. D'ailleurs, avec beaucoup de témérité, parce qu'on avait dit des choses à cette époque-là qui provoquaient le pouvoir. Les gens nous ont dit, mais vous prenez trop de risques. Mais nous, on était jeunes à l'époque, hein, on ne savait même pas, on n'avait rien à peine. Quand on est jeune, on est plus fougueux. Alors, et c'est plus tard que la politique viendra se mêler à cette affaire, parce que après, il a créé le CATR, qui est en réalité une association pour lutter contre le tribalisme et autres. Et puis après, le CATR est devenu le cas quand
le moment est venu de créer un parti politique après notre parcours et tout ce qui a suivi après. Donc, comme j'étais déjà porté vers la défense des droits de l'homme, et quand je voyais ce qu'il faisait, je n'ai pas hésité une seconde quand il m'a fait appel d'être avec lui pour la création du parti. C'est comme ça que je suis entré en politique, comme ça, sans l'avoir programmé au départ moi-même. Et je ne regrette pas. Vous avez posé la question tout à l'heure si je regrettais de dévier de ma carrière internationale. Parce qu'en réalité, ce que j'ai observé aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont allés vers cette carrière-là, les camarades qui sont allés là, le pouvoir ne laisse pas de démarcation entre un diplomate qui a une liberté de penser, mais quand vous allez là-bas, vous vous engouffrez dans la chose. N'oubliez pas qu'en cette période-là, on vivait sous le régime de parti unique. Donc, vous êtes diplomate, vous êtes totalement inféodé au système. Heureusement que avec la main de Dieu qui a mis Maître Agbouebo sur mon chemin, bon, j'ai pu éviter justement le piège. Sinon, peut-être je serais aujourd'hui un diplomate, un ambassadeur aux ordres. Aux ordres, voilà. Ouais, vous disiez tantôt que vous avez un petit regret quand vous constatez que la plupart des avocats ne mouillent plus leur maillot pour les droits de l'homme. Mais est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité quelque peu, vous les anciens, parce que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, sont passés par vos cabinets. Vous n'avez pas su leur transmettre cette envie de défendre le pauvre, la veuve et l'orphelin. Non, je ne dis pas tous. Je ne dis pas tous. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu individuellement, il y a encore des avocats qui se battent sur le terrain, qui se constituent pour des gens qu'on arrête injustement. Je les écoute et ils se battent. Mais je parle d'avocats en tant que corporation. C'est-à-dire qu'en corporation, parce qu'on a fait des choses extraordinaires dans ce pays au moment de prendre position contre l'injustice, contre le parti unique, contre tout ce qui se faisait autour de nous. Les avocats ont été des précurseurs. Et c'est sous l'impulsion de Maître Agbouebo et autres, Kofigo et compagnie. Je me rappelle que lorsque on a défendu les personnes, les étudiants, enfin les personnes arrêtées, et que le procès devait se tenir cette période-là qui a débouché sur le 5 octobre. Après le 5 octobre, la violence qu'on a connue au palais de justice le jour-là, les avocats ont décidé d'aller en robe à la présidence de la République. On est allé à la présidence en robe, on a marché. C'est la première fois que les avocats ont fait une marche. D'ailleurs, je crois que c'est la première marche au Togo. On est allé à la présidence. Mais le général Yadema ne voulait pas nous recevoir. Il a envoyé, je crois, le ministre Baké à l'époque, je crois, qui a dit oui, bon, le président demande qu'on lui transmette ce qu'on est venu lui dire. Mais on a dit, ben, si on est venu jusqu'à la présidence, il ne peut pas nous recevoir, bon, nous repartons. Le jour où il sera prêt pour nous recevoir, on reviendra. Alors, on est allé lui transmettre le message, mais il a été obligé de descendre lui-même pour nous recevoir. Et puis après, quand on a dit ce qu'on a dit, la nuit là même, bon, il y avait une déclaration qui a été préparée, qui a été, je dirais, l'élément fondateur justement de ce que nous avons connu après la conférence et tout ça, parce que les ingrédients de tout ce qu'on doit faire se trouvaient dans cette déclaration, qui est une déclaration mémorable que les avocats. Mais franchement, est-ce que l'avocat engagé n'est pas moins fortuné que les autres? Est-ce que vous ne perdez pas beaucoup de plumes? Vous avez totalement raison, c'est un choix. C'est un choix, parce que lorsque vous décidez en votre âme et conscience d'apporter quelque chose justement à la nation, ce n'est pas seulement les honorer. C'est vrai, on se bat aujourd'hui aussi pour la survie, mais lorsque vous regardez autour de vous, vous avez vos honoraires, mais le pays va mal, les gens sont brimés, les gens ne mangent pas, la misère est rampante. Mais lorsque vous voulez faire réellement votre devoir d'avocat, vous ne pouvez qu'à un moment donné de votre vie vous révolter. Un avocat qui ne se révolte pas à un moment donné
À ce moment-là, il perd justement ce qui est l'essence même du métier d'avocat. Vous avez tiré une conclusion à couver quand vous avez pris la parole. Nous autres qui sommes encore là, nous devons enterrer la hache de guerre, les calomnies, les médisances, pour que nous prenions rapidement le chemin de la construction de notre pays. Qu'à travers sa mort, vous voulez dire la mort d'Agbo Ibor, nous puissions trouver le chemin de la réconciliation pour achever l'œuvre qu'il a entamée pour notre pays. Réconciliation entre qui et pourquoi? Oui, mais avant de répondre à cette question, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que chaque homme porte en lui ce qu'on peut appeler la lumière, l'obscurité. C'est la combinaison des deux qui fait l'homme. Mais ce pourquoi nous devons nous battre le plus, c'est que la lumière brille et prenne le dessus sur l'obscurité. Parce que quand vous prenez un maître Agbo Ibor aujourd'hui, il a ses forces, il a aussi ses faiblesses. Alors, mais ce que nous pouvons retenir après sa mort, c'est que tout ce qu'il a fait de merveilleux est plus grandiose que ce qu'on peut lui reprocher. Et je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Il a fait des choses extraordinaires pour ce pays. Parce que je disais tantôt que Agbo Ibor est un précurseur. On ne peut pas parler aujourd'hui des droits de l'homme au Togo sans penser à Maître Agbo Ibor. On ne peut pas parler de l'entrée en démocratie, en multipartisme dans notre pays, sans penser à Maître Agbo Ibor. Mais pendant qu'il faisait tout ça, en réalité, ce que nous avons constaté, nous sommes des jeunes, on observait, au moment où il faisait tout ça, et il n'avait pas bénéficié justement de l'accompagnement, de l'atout nécessaire, l'atout qui est l'accompagnement des autres. On a plutôt posé le problème sur la rivalité politique où l'adversaire est un ennemi à abattre et tout ça. Et notre mal là ne date pas d'aujourd'hui. Le mal togolais que nous observons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. C'était déjà le ver était dans le fruit depuis longtemps. Alors, pendant cette période-là où il était combattu, même pas pour les choses bien qu'il faisait, même ce qu'il rapportait, même si les gens lui reprochent que la stratégie, c'est d'aller approcher l'adversaire pour arracher les choses. Mais il le faisait pour le pays. Mais ça lui a valu les dénigrements, les médisances, les machins. Les gens même se sont organisés en bande pour pouvoir le terrasser. C'est vrai, lui aussi, il a ses défauts. Mais normalement, si nous, on est dans la vie, ce qu'on doit considérer pour sortir des difficultés, ce n'est pas seulement le défaut qu'il faut mettre en avant, mais plutôt essayer de voir ce que la personne fait de bien. Qu'est-ce qu'on peut privilégier? Mais vous qui étiez à ses côtés, pour ouvrir une parenthèse, vous avez dit qu'une de ses méthodes politiques, c'est d'approcher l'adversaire, de mener des négociations pour arracher des compromis. Vous qui étiez à ses côtés, les détracteurs disaient que vous reveniez avec des valises d'argent. On a même parlé d'Ignam lors des débuts des campagnes de dénigrement. Réellement, quel était son degré de compromission? C'est ça qui est le malheur de notre pays. Je le disais tantôt, l'arme que certains ont trouvée depuis longtemps, c'est que... Parfois même au sein de l'opposition entre vous. Je parle de l'opposition. Ce que je suis en train de dire là, je ne parle pas du parti au pouvoir. Pour le parti au pouvoir, c'est de bonne guerre. Vous vous présentez comme un pot pourri, un fruit dans lequel se trouvent des vers. C'est le normal qu'ils le fassent comme ça. Mais nous, qui cherchons à réorienter le débat politique dans notre pays, la solidarité ou l'unité d'action qui doit exister, mais de temps en temps on en parlait, mais c'est des unités ou des regroupements de façade. On cherche plutôt à amener, à terrasser, à anéantir l'adversaire politique. C'est pour cette raison que nous estimons aujourd'hui, et tout ce que vous dites là, qu'ils revenaient avec des valises. Si on demandait à tous ceux qui racontaient ces ragots là à l'époque d'en rapporter une seule preuve, qui peut le dire? Tout ça là, c'est et tout ce que les gens racontaient continue d'ailleurs aujourd'hui, où on taxe Y de corrompu, de ceci.
Je ne dis pas que tout... Il n'existe pas peut-être des personnes corrompues, ça, il peut exister. Mais on amplifie tout, on dénigre tout le monde, on noircit tout le monde. Alors, finalement, si on le fait comme ça, je dis, mais à la fin, la volonté de détruire, lorsqu'on aura tout détruit sur notre chemin, alors avec quoi? On va faire le combat demain. Les gens qui sont heureux aujourd'hui, en disant oui, ok, on n'a plus besoin de partis politiques au Togo, que la société civile elle-même s'organise. Dans quel pays on a vu une société civile s'organiser spontanément? La société civile n'est pas une génération spontanée. Elle ne se lève pas d'elle-même, sans guide, sans personne devant, pour dire oui, ben, ok, je prends mes responsabilités. Comment ça va se faire? Tout ça là, c'est du blabla. C'est du blabla pour rien du tout. Eh bien, si nous ne réfléchissons pas, nous ne prenons pas garde à ce que nous disons aujourd'hui, ça risque de nous rattraper. Et la démocratie, ce que disait peut-être Yalema à l'époque, peut-être à titre prémonitoire, que vous allez reculer 100 ans en arrière. C'est ce qu'il disait à l'époque. Si on ne fait pas attention, notre quête de démocratie dans notre pays va reculer pendant des années. C'est pour ça que je disais qu'il est temps que nous nous reprenions, qu'on se ressaisisse. Parce que ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, les guéguerres, les insultes, les dénigrements, ici et là, et à longueur de journée. Parce que vous voyez des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à longueur de journée, ils ne font que ça. On dirait même que c'est le nouveau job qu'on a trouvé au Togolais. On crie aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail. Eh bien, c'est vrai, mais il faut aller au moins inventer quelque chose, initier soi-même quelque chose. Mais lorsque vous voyez certains répondre par messagerie interposée tout le temps, et c'est spontané, dès que quelque chose arrive, c'est eux que vous voyez, et c'est tous les jours. Mais au même moment, on dit, ah, ce qu'on fait là, ce n'est pas bon, il faut que l'opposition reconstitue sa base pour devenir un bloc. Mais comment on va faire le bloc en continuant de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? C'est pour ça que moi j'ai lancé l'appel. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 1 an depuis notre Conseil national. Nous avons lancé cet appel en disant oui, ce qui s'est passé a laissé des blessures dans le cœur des uns et des autres, mais nous devons aller au-delà de ces blessures pour essayer de nous pardonner. Mais au dernier conseil, à notre anniversaire, nous avons dit, pour arriver justement au pardon, nous devons reconnaître le mal que nous avons fait les uns aux autres et demander pardon pour. Voilà, c'est ça. Dans quel cadre, sous quelle forme ce pardon peut se formuler pour arriver à la réconciliation et reconstituer, comme vous le dites, un grand bloc de l'opposition? Et même la question qui mérite d'être posée, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui divise l'opposition? Parce que depuis 90, les années de démocratisation du pays, vous n'avez cessé de vous diviser entre les partis politiques, une sorte de division cellulaire, vous vous divisez au fur et à mesure du temps. C'est quoi le problème réellement? Oui, mais c'est quoi le problème? C'est-à-dire que depuis longtemps, moi, j'ai constaté que la volonté de partis, la volonté de prendre le dessus, la volonté de gagner, la volonté d'aller à la conquête du pouvoir suprême, ont fait que les gens, beaucoup ont perdu la réalité. Notre réalité aujourd'hui au Togo, c'est que nous continuons d'être dans un régime que moi je continue toujours de parti unique. Parce que nous sommes en démocratie aujourd'hui, mais les comportements des gens qui sont en face de nous ne sont pas des comportements démocratiques. On fait semblant de dire que nous sommes en démocratie, mais on utilise les règles de la dictature pour nous régenter. Les élections se passent toujours mal, on vole, on triche, on apprend aux gens à tricher, parce qu'on ne peut pas construire un pays et apprendre seulement aux citoyens qui doivent en réalité des modèles pour l'avenir, leur apprendre à voler, à tricher. Mais quel type de société on est en train de construire dans ces conditions-là? Lorsque pour une élection, le gouvernement, les gens prennent les dispositions pour permettre à des gens dans les milieux de voler, de tricher, de brutaliser, de chasser les gens dans les bureaux de vote. Quelle est cette démocratie-là? Alors, si nous ne comprenons pas nous-mêmes que nous sommes en face d'un système totalement rugueux,
et que nous devons nous comporter, nous devons nous réorganiser pour pouvoir aller à la conquête de ce que nous cherchons à l'alternance. Et nous nous comportons comme on le fait depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Mais justement, c'est là la question. Est-ce que le fonctionnement des partis politiques est un fonctionnement démocratique au sein de vos partis, entre vous? Est-ce que vous, vous faites preuve de démocratie, ce que vous reprochez à ceux qui sont en face? Vous avez raison. C'est ce que je déplore. Pendant longtemps, probablement, je sais que mais il y a des dirigeants peut-être qui décidaient tout seuls, peut-être qu'ils n'ont pas l'adhésion de la grande majorité des militants, parce que pour des décisions majeures dans certains pays, le parti organise des consultations pour amener le plus grand nombre à prendre la décision. Mais bon, on constate malheureusement qu'ici, parfois, c'est le dirigeant qui décide tout seul. Mais c'est à cela que nous voulons apporter la rupture. Aujourd'hui, au sein des FDR, il n'y a pas la moindre décision qu'on prend sans associer véritablement ceux qui sont au cœur de la décision, qui doivent prendre la décision. Il arrive parfois même qu'on soit mis en minorité. Bon, si vous êtes mis en minorité, vous acceptez et vous écoutez et vous prenez le point de vue de ceux qui doivent en réalité intervenir dans le débat. Donc, moi je suis président, mais je ne suis pas président d'un parti politique pour me lever un bon matin pour dire oui, bon, ok, aujourd'hui, voilà ce qu'on doit faire. Non. Le sujet est soumis à discussion et c'est lorsque on constate que il y a des sujets sur lesquels on revient parfois 3, 4, 5 fois avant de prendre la décision. Parce qu'on ne voit pas une majorité claire se dégager, on revient plusieurs fois sur le sujet avant d'aller à la décision. Et lorsque la décision est prise, on dit à tout le monde de s'y plier. C'est ça, justement, la règle de la démocratie. Donc, oui. Pour avoir suivi un peu votre parcours politique, maître Paul Dodi-Apevon, vous faites partie de ceux qui ont prôné et travaillé activement pour l'union de l'opposition, ce qui, il me semble, vous a même valu des inimitiés au sein de votre ancien parti. Mais comment comprendre que vous qui prôniez l'union de l'opposition, vous soyez parti d'un autre parti, le cas, pour créer le vôtre? Non, c'est-à-dire que, vous savez, c'est une question de conviction. Ce n'est pas parce que on cherche quelque chose et que lorsque parfois les décisions qu'on prend ne correspondent pas à votre manière de vivre et que vous devez nécessairement accepter. Je peux vous le dire, je vous le dis en toute honnêteté, je suis réellement un croyant. Je crois en Dieu. Et je crois tellement en Dieu que bon, les choses qui sont parfois faites pour détruire, pour avilir l'autre, je ne le porte pas souvent dans mon cœur. Même si parfois c'est une décision de parti, oui, je sais à quoi vous faites allusion. Mais il arrive à un moment donné, quand j'étais là-bas, que je sois en déphasage total avec le point de vue qui est prôné, que les gens demandent de faire. Et fatalement, le fait de défendre ces positions pour dire non, ce que nous cherchons d'abord pour notre pays, c'est régler le problème des gens qui nous gouvernent impunément, qui accaparent nos richesses. Alors que les richesses là, qui sont les patrimoines de nous tous, doivent servir à construire des hôpitaux, à construire des... Mais lorsque nous voyons un système se comporter comme ça, et que nous-mêmes, nous sommes dans nos querelles, et on dit, mais il faut plutôt détruire l'autre, il faut le réduire à néant d'abord, mais comment on peut régler? Parce que le problème de l'union de l'opposition, c'est quelque chose que je porte dans mon âme. Ce combat-là, c'est un combat réel que j'ai en moi. C'est pour ça que déjà, au niveau du cas, les gens peuvent vous le dire, je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de positions qui avaient été prises. Fatalement, le fait de prendre ces positions-là, on fait que, bon, il y a de plus en plus une rupture entre moi et la conception qui est celle du parti. Et donc, à la fin, ben, on a pensé que, bon, je ne suis plus digne d'être là-bas. Bon, on a organisé toute une cabale et tout ça, des choses sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on est quelque part où on peut dire les choses crûment en interpellant les gens. Et je le répète aussi, moi, ma conviction, ma conception politique, ce n'est pas
nécessairement de venir quelque part pour obtenir un poste, pour régler, être au sommet ou quelque part, qui est le problème? Posons des actes pour notre pays et pour que demain, les gens puissent nous identifier comme des bâtisseurs. Vous étiez là quelque part, vous n'avez pas occupé de poste, vous n'avez pas atteint un niveau X ou Y, mais au moins les gens diront que vous avez posé des actes qui ont permis à la démocratie d'avancer. Là où je suis, ce que je dis souvent à mes camarades au FDR, je dis, mais moi, la seule chose que je veux, au soir de ma vie, si le problème que nous recherchons tant pour le Togo, l'alternance pour le Togo, au soir de ma vie, que je sois député ou ministre, ou je ne sais pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Que je sois au moins heureux qu'après moi, des jeunes sont venus et ils ont pris le flambeau et que la démocratie est arrivée au Togo et que le Togo brille et que nos richesses sont utilisées pour développer le pays. Moi, c'est ça ma conviction. Mais ce n'est pas une programmation véritablement pour devenir président ou machin. Oui, si Dieu le veut. Ça ne vous pose pas problème parce que le fait de vouloir jouer collectif tout le temps, à un moment donné, ça fait de vous un leader pas, on va dire, de second couteau, mais vous n'êtes pas au premier plan. Non, ce n'est pas ça. Mais moi, ce que je dis, c'est vrai que la situation est difficile aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les gens continuent à privilégier leur conception, leurs avantages, leur intérêt de parti ou d'individu. Et c'est dans ça qu'on a vécu depuis 90 jusqu'à maintenant. Les intérêts de parti, rien que l'intérêt de parti ou l'intérêt de l'individu. Mais si nous sommes conscients nous-mêmes, depuis qu'on a commencé à jouer sur ce tableau-là, qu'est-ce que ça nous a rapporté aujourd'hui? Ceux qui ont voulu à tout prix, que ça soit leur parti, que ça soit l'individu, que ça soit ceci, machin, sans jouer la solidarité, sachant très bien qu'aucun parti, et je le répète, aucun parti de 90 jusqu'à maintenant n'a pu régler tout seul le problème. Et aucun parti ne peut le régler tout seul sans créer la solidarité. Alors, continuez à privilégier l'intérêt de partis, d'individus, au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. Mais nous pilons de l'eau. Nous continuons de piler de l'eau. Si notre ambition, ce n'est pas de faire de ce pays un pays prospère. Le Togo a des atouts. Et ce n'est que les personnes, les gens qui animés de bonne volonté qui feront du Togo demain un pays, lors de l'humanité que les pères fondateurs ont recherché pour notre Mais pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout en 2020, lors de l'élection présidentielle? On n'a plus vu les FDR se positionner clairement pour un bloc de l'opposition. Vous n'avez pas clairement choisi votre camp. Oui, mais ça aussi, c'est l'état de l'opposition. Parce que nous, très tôt, un an avant l'élection présidentielle de 2020, nous avons fait une déclaration à Fagna pour dire que pour qu'on puisse trouver un candidat, les FDR annoncent publiquement qu'ils n'enverront pas, ils n'auront pas de candidat pour l'élection de 2020. On était clair, c'était radical. On n'aura pas de candidat parce qu'on voudrait contribuer à la recherche d'un candidat. Il y a certains qui n'ont pas compris la chose à l'époque, ils nous en ont voulu en disant oui, mais on s'est battu pour avoir 2 tours de scrutin, pourquoi vous ramenez encore cette affaire de candidat unique de l'opposition? Bon, c'est leur manière de voir le problème. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui sont allés à ces élections-là pour ramener quoi? Qu'est-ce que ça a ramené? Maintenant, de l'autre côté, ceux avec qui on a voulu, je parle du reliquat de la C14, nous qui avons compris qu'il faut rester solidaires et poursuivre la réflexion sur le choix d'un candidat pour l'opposition, nous avons dit, mais il faut faire les choses de telle manière que ceux qui nous suivent puissent comprendre demain qu'on a joué franc jeu. Et lorsque la personne qui avait pris le devant de ça et à qui on se fiait, on est allé le voir, on lui a dit non. Ce qu'on doit faire, a priori, il ne faut pas rejeter X ou Y. Il faut jouer collectif. Même ceux qui ne veulent pas de la candidature aujourd'hui, si on procède par tact, on peut les ramener dans les rangs. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'adopter des critères
d'adopter des critères démocratiques et sur la base desquels on va évaluer tous les candidats. Soumettre ces critères-là à tous les candidats pour qu'ils les acceptent et après on mettra en place une équipe sérieuse pour les évaluer par rapport à ces critères. Et ça, on l'a répété 1001 fois. Et c'est ce qui semble-t-il a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Parce que dès le départ, on nous a dit qu'il n'y a pas de question de critères. Mais on dit que mais comment ça va se faire? Si vous ne voulez pas faire de critères, sur quoi vous allez vous fonder pour choisir un candidat? On dit non, il n'y a pas de critères. Mais que bon, le Saint-Esprit même réglera la question. Non, en politique, oui, nous sommes des croyants, le Saint-Esprit est là, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui décide comme ça, ex nihilo, sans aucune procédure démocratique. Mais on a dit à l'époque que si vous le faites comme ça, ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs partis. D'abord, pour amener les responsables de ces partis à adhérer à ce que vous voulez faire, et surtout pour amener les militants de ces partis-là à adhérer, mais il faut procéder autrement. Parce que le militant qui voit au responsable de son parti un candidat potentiel, pour lui dire demain que votre responsable ne peut pas être candidat, il faut lui expliquer pourquoi. Mais si vous ne lui expliquez pas, il dit que bon, il a été victime justement d'un acharnement quelque part, d'une mise à l'écart. Comment voulez-vous qu'il suive ce que vous faites? Et ça, on l'a expliqué. Ce qui est curieux d'ailleurs, le reliquat dont je parle là, on était tous d'accord sur ce que nous disions. Et on était ferme. On l'a dit avec fermeté. Jusqu'au choix. Et on a même mis en garde en disant, mais si malgré tout ce que nous on vous dit là, vous refusez, vous faites quand même à votre manière, on ne suivra pas. On a été catégorique. Lorsque le choix a été fait, on a dit non, on ne suit pas. Parce qu'on ne peut pas construire la démocratie avec les règles de la dictature. Nous plaignons aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent utilisent des méthodes floues, des méthodes aux antipodes de la démocratie. Mais nous-mêmes, à notre propre sein, on va utiliser les mêmes règles et on va dire qu'on est heureux. Parce que nous, on a un problème à régler, on peut le régler avec des méthodes floues. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas sérieux. Si on veut faire les choses correctement dans ce pays, utilisons les bonnes méthodes, utilisons la justice, posons les actes dans la crainte de Dieu. Mais ce qui s'est passé là, c'est des choses qui ne correspondent pas, moi, en tout cas à ma vision, ni à la vision du parti. C'est vrai que lorsque le choix a été fait, ça a provoqué vraiment dans mon propre parti une situation compliquée. Il y a une grande majorité qui est contre, il y a une partie qui est pour. Alors, dans ce climat-là, quelle décision il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens ont dit, si vous prenez la décision de soutenir ce qui s'est fait là, mais nous on quitte. D'autres disent, oui, mais nous on est là, bon, du moment où c'est fait, eh ben, on fait. Alors, c'était une équation difficile à régler. C'est pour ça qu'à la fin, nous avons sorti une déclaration pour dire, ok, nous sommes des démocrates. Nous n'allons pas demander aux gens de boycotter ces élections-là. Mais nous laissons la liberté aux gens d'aller voter pour le candidat de l'opposition de leur choix. Et c'est ce que nous avons posé comme acte. Et on a dit à tout le monde de sortir pour aller voter. C'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ce que je constate, la solidarité qui avait existé entre nous, les 5 de la C14 qui restaient, alors qu'on était solidaires depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au choix. Et on a même sorti une déclaration pour dire on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait. Lorsque le candidat est venu nous voir, on a dit la méthode qu'on a utilisée pour votre choix, on n'est pas d'accord. C'est à la fin que certains d'entre nous nous ont tourné le dos pour dire ah non, eux, c'est fait comme ça, mais eux, ils vont suivre. Mais c'est ça qui pose le problème à l'opposition. Cette incohérence souvent permanente qui règne dans nos rangs, sans savoir pourquoi ça se passe comme ça, mais ça décourage.
Mais justement, c'est nous qui avons envie de savoir pourquoi cette incohérence. Parce que Ça, vous parlez d'incohérence, on peut ajouter aussi le boycott des législatives de 2018 pour vous rabattre sur la présidentielle de 2020. Ça aussi, il y a une forme d'incohérence. bien sûr, ça, je suis totalement d'accord avec vous. Les incongruités que nous observons aujourd'hui au niveau de l'opposition sont telles que, je dis, mais il faut une remise en cause totale. Il faut mettre les choses à plat. Ce que nous devons savoir, ce que nous voulons nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et parce que lorsque nous avons soulevé des foules au moment où la C14 originelle existait, on ne peut pas être dans cette situation-là et travailler pour le boycott des élections législatives. Mais c'est quoi? C'est une vraie incongruité. Parce qu'on avait des gens capables de nous aider à régler le problème des législatives. Surtout que les législatives venaient avant la présidentielle. Mais travailler dans l'ombre pour qu'on aille au boycott et puis en être fier. On a boycotté les élections à plus de combien pour ça? Ce n'est pas le boycott qui règle le problème politique. Aujourd'hui, l'Assemblée est entre les mains de, je ne sais pas, de qui est qui. Et nous-mêmes, on est totalement à l'écart. Malgré tout le travail de terrain qu'on avait fait à l'époque. Malgré tout ce travail immense-là, qui pouvait nous permettre, si on était sincères, on était unis, si on avait présenté des candidats au nom de la C14 sur toute l'étendue du territoire à l'époque, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, on serait capable, en mesure de contrôler l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parce qu'on avait du monde, on avait réellement des gens prêts à se bagarrer pour nous, pour gagner ces élections. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors que vous étiez un des responsables de la C14? Oui, mais c'est-à-dire que c'est pour ça que les règles au niveau de la C14, bon, le regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réussi à faire de cette C14-là un outil de combat. Parce que lorsque vous êtes dans un regroupement comme celui-là, vous n'avez même pas de règles. Vous n'avez pas de règlement intérieur. Vous ne savez pas, il n'y a pas de ligne conducteur. Il n'y a pas une possibilité d'avoir un quota pour les prises de décision. Et que chacun peut imposer son point de vue, chacun peut imposer son diktat à tout moment. Et c'est un perpétuel recommencement. C'est pour ça que moi, je continue de dire que si on doit parler encore d'un regroupement demain au sein de l'opposition, il faut voir les choses autrement. Parce que laisser ces regroupements comme ça à la merci de tout le monde, aux invectives des uns et des autres, au dénigrement des uns et des autres, qui travaillent dans l'ombre pour que la chose disparaisse. Quand vous faites ça, là, vous vous réveillez, vous vous demandez, mais à quoi tout cela a servi? Mais d'erreur en erreur, est-ce que la base ne risque pas de se démobiliser? Eh bien, elle s'est démobilisée. Elle s'est réellement démobilisée, la base s'est réellement démobilisée. Et c'est pour ça que ce qu'elle a trouvé de mieux maintenant, c'est de se réfugier sur les réseaux sociaux pour insulter, dénigrer. Voilà, donc peut-être c'est la colère que certains esprits. Sans oublier que même le parti au pouvoir lui-même trouve la chose tellement belle que, bon, la plupart de ces réseaux sont infiltrés par des gens envoyés par le pouvoir pour continuer à détruire l'opposition. Et les gens qui ne l'ont pas compris, peut-être de bonne ou de mauvaise foi, se fient à ces déclarations-là, alors qu'en réalité, le pouvoir, lui, il a un objectif précis. Si l'opposition disparaît totalement aujourd'hui, eux, ils vont boire du petit lait. Alors, donc, c'est à nous de savoir si c'est cette manière-là qui est la meilleure pour nous de continuer ou de reprendre le flambeau du combat. Donc nous avons du pain sur la planche. À 4 minutes de la pause, je voudrais rappeler aux fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer dans quelques minutes au débat avec des questions écrites via WhatsApp. Je vous rappelle le numéro qui défile à l'écran aussi, plus 228 87 46 10 31, 228 96 46 10 31, où que vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez participer à cette émission juste après la pause. La pause qui sera, la deuxième partie qui sera consacrée plus spécifiquement au FDF, votre parti qui a 5 ans. Donc, avant qu'on en arrive là, dites-moi en quoi votre parti est différent des autres, dans son fonctionnement, dans sa forme. Comment vous êtes différent des autres? Je vous l'ai dit tout à l'heure que je dis aux gens, mes camarades avec qui je suis aujourd'hui,
que souvent au Togo, on a l'habitude d'entendre dire le parti de temps, le parti de celui-ci, le parti de temps. Je dis, le FDR, ce n'est pas le parti de Maître Apévon. Ce n'est pas mon parti. Le FDR, c'est le parti de tous les militants qui acceptent de venir dans ce parti. Parce que moi, je ne suis que le président aujourd'hui, mais démocratiquement, on ira à un congrès demain. Peut-être dans 5 ans, je ne serai plus à la tête de ce parti. Quelqu'un d'autre viendra. Et d'ailleurs, c'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait. Parce que lorsque vous créez un parti de votre vivant, il faut arriver à voir le successeur. Voir quelqu'un arriver à la tête de ce parti et que vous pouvez aider, que vous devez aider d'ailleurs à avancer. Et lorsque vous n'avez pas réussi à un moment donné ce que vous recherchez tous pour le Togo, mais vous faites en sorte que celui qui va vous succéder puisse réussir. Donc, moi en réalité, c'est ça ma conviction profonde de la politique. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas de point de vue à imposer à qui que ce soit. Je viens, je donne mes idées. La contradiction existe au niveau du parti. Et nous fonctionnons de manière démocratique. Et notre credo, c'est de faire en sorte que le Togo gagne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'intérêt coûte que coûte du parti qui est ce qui est privilégié. Mais nous sommes tous convaincus que ce n'est qu'en travaillant pour l'intérêt général que nous vaincrons demain. Lorsque nous travaillons, continuons à travailler de manière générale pour l'intérêt général, mais nos intérêts de parti vont peut-être émerger. Mais lorsque nous nous contentons de nos intérêts de parti, des particules parfois, alors on risque de rester à la même place. On risque de faire du surplace. Est-ce que ce message porte? Est-ce que vous arrivez à élargir votre base, la base de vos militants? On va reparler de tous ces sujets dans la seconde partie de New World Forum. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.